Ah, moi, j'en veux à personne individuellement. C'est tout un système aujourd'hui qui dysfonctionne. Et déjà les pieds dans le plat. Cher Lies, bienvenue dans Prends ta place. Merci. Comment ça va? Ça va. Et toi? Bah ouais, moi je suis content de t'accueillir ici, dans Prends ta place. Tu es un militant des droits des enfants et ta parole compte. Tu es un combattant acharné, quitte à déplaire, quitte à froisser. Tu m'as même dit tout à l'heure, moi je m'en fous. Je suis là pour que la parole des enfants soit entendue. Ton combat est gravé dans ton parcours, car le parcours d'enfants baladés, le parcours d'enfants malmenés, tu l'as vécu. Et d'ailleurs, tu es même auteur de 2 livres, un qui s'appelle Dans l'enfer des foyers et l'autre Si les enfants votaient. Ancien membre du Conseil national de la protection de l'enfance, tu as pris ta place dans l'arène de ceux qui se battent pour le droit des jeunes. Merci de jouer à Prendre ta place avec moi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Et bah Très c'est heureux cool. d'être là. C'est toi qui lance les dés. Allez. On est parti, prends ta place. 2, tu avances, prends un coup de boost, c'est parti. On va commencer par une note positive. Parce qu'on peut se dire, IS est militant, il pousse souvent la gueulante, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Alors on va commencer par une bonne nouvelle. La plus récente, c'est la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale la semaine dernière sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Moi, ça fait 10 ans que je me bats pour que le Parlement se saisisse de ces questions. Il y a à peu près 470 000 enfants dans notre pays qui bénéficient d'une mesure de protection à l'aide sociale à l'enfance. Et parmi ces enfants, des dizaines de milliers d'entre eux sont victimes à la fois de maltraitance institutionnelle ou sont complètement livrés à eux-mêmes après leur sortie du dispositif de protection de l'enfance. Et j'ai vraiment voulu que l'Assemblée nationale puisse investiguer sur les raisons de ces dysfonctionnements et puisse établir les responsabilités. Donc Ça, c'est une première. Une première, c'est la première fois qu'en France, on a une commission d'enquête parlementaire sur cette problématique. Et donc, il va essayer de quoi? D'analyser les problèmes, là où est-ce que ça dysfonctionne? Identifier les problèmes, mais surtout établir les responsabilités. Les problèmes, ils n'arrivent pas par hasard, ils sont aussi liés à des responsabilités. L'aide sociale à l'enfance, c'est géré aujourd'hui par les départements. C'est un budget de près de 10 milliards d'euros cette année. Il y a 101 départements en France, donc ça fait autant de politiques de protection de l'enfance que de départements. Et ils ont, selon moi en tout cas, une très grande responsabilité dans les dysfonctionnements de notre politique publique. Écoute, j'aime bien cette entrée en matière parce qu'on commence par une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui nous fait dire qu'il y a quand même des choses qui vont pas. Toujours. Déjà les pieds dans le plat. J'essaye toujours de Commencer à mettre les pieds dans le plat. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prends un stop. Colère, c'est le nom de la carte. En tant qu'enfant placé, à qui en veux-tu le plus? Ah, moi, j'en veux à personne individuellement. C'est tout un système aujourd'hui qui dysfonctionne. L'État qui n'est pas au rendez-vous de ses compétences. Quand on voit, par exemple, que 30% des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance sont porteurs de handicap, sont reconnus handicapés par la MDPH et n'ont absolument pas les soins dont ils ont besoin, alors que c'est une compétence de l'État, c'est un vrai problème. Quand on voit que des départements décident du jour au lendemain de suspendre la protection d'un enfant sous le simple prétexte qu'il a atteint l'âge de 18 ans et donc qu'ils le jettent à la rue, ce sont eux les responsables de cette situation-là. Donc moi, j'ai pas de personne à qui j'en veux. J'en veux tout un système qui dysfonctionne et éventuellement à des responsables politiques qui n'ont rien de responsable. On sent parfois beaucoup de colère dans tes prises de parole. Cette colère, elle vient d'où? Cette colère, elle vient de mon placement à l'aide sociale à l'enfance, de ce par quoi je suis passé. Ça a toujours été pour moi un moteur d'action. J'ai jamais vécu la colère comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose de péjoratif. Moi, je pense qu'on peut sublimer énormément de choses dans la colère et c'est ce que j'essaye de faire. Et tu le fais très bien. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Te prends pas la tête. Ah, merci. C'est le nom de la carte. Derrière tout le système que tu secoues, il y a aussi des familles dévouées, des éduques. Dédicace d'ailleurs pour ma part à ma meilleure amie, ma cousine et ma maman. Quelles personnes ont eu un impact positif dans ta vie? Ma première famille d'accueil et ma dernière famille d'accueil. Ma première famille d'accueil parce que elle m'a accueilli quand j'avais 18 mois. J'étais placé moi de ma naissance à mes 18 mois en pouponnière. C'est elle qui m'a recueilli. Et c'est une personne que j'ai tout de suite identifiée comme étant ma mère en réalité. J'ai pas pu rester chez elle. J'ai dû partir à l'âge de 4 ans, mais elle a vraiment planté une petite graine en moi. En tout cas, elle m'a montré que déjà à cet âge-là, il était possible d'être aimé. Et ma dernière famille d'accueil, parce que j'arrive chez elle à l'âge de 14-15 ans, après avoir vécu dans plein d'autres familles d'accueil, dans plein d'autres foyers, et un peu cassé par tout ça. Et elle a su m'écouter, m'accorder une place importante auprès des siens. Et elle a fait éclore la petite graine finalement que ma première famille d'accueil avait plantée. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces 2 femmes. Aujourd'hui, à ton tour, tu es éduque? Ouais. C'est quoi le quotidien d'un éduc? Alors moi, en ce moment, j'ai repris mes études, donc je suis plus dans le quotidien d'un éduc, mais ça dépend des services dans lesquels tu travailles. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les services pour jeunes majeurs, donc surtout pour des jeunes qui avaient entre 17 et 21 ans. Travailler toutes les questions d'insertion sociale, d'insertion professionnelle, d'accès aux soins, d'accès aux droits. Je dirais que c'est un quotidien dans ce type de structure assez banal en réalité, hein. On se lève le matin et puis
On essaye de se bagarrer avec les administrations du mieux qu'on peut pour faire valoir les droits des personnes qu'on accompagne. Pour un éducateur qui va travailler en foyer, ça va être beaucoup plus rude. Ça va être des levées à 6 heures, aller lever les enfants, les préparer pour aller à l'école. En fait, c'est un rôle de suppléant parental. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'arrête pas de dire. On considère que l'aide sociale à l'enfance, c'est une politique d'aide sociale, alors qu'en réalité, c'est loin, très loin d'être une politique sociale. C'est une politique en France très singulière, très particulière. C'est une politique avant tout de secours aux populations, alors les enfants en l'occurrence, mais aussi de suppléance parentale. C'est la seule mission dans laquelle la puissance publique va devoir à un moment donné se substituer aux parents et remplir exactement les mêmes missions qu'un parent doit remplir pour ses propres enfants. Donc le travail d'un éducateur, finalement, c'est le travail de n'importe quel parent. Oui, c'est ça, se substituer aux parents, sans pour autant avoir la même proximité ni les mêmes facultés à pouvoir apporter autant d'amour, autant de... À terme, en tout cas, j'espère que notre système le permettra et j'espère qu'il permettra à la fois aux familles d'accueil, mais aussi aux éducateurs de créer des liens affectifs avec chaque enfant qui l'aura amené C'est un de tes souhaits, à un de tes combats? Ah oui, bien sûr, parce que souvent on dit quand on est travailleurs sociaux, il faut surtout pas s'attacher aux enfants parce que demain ils peuvent ne plus être là. Moi, je pense que c'est une grosse connerie. Je pense que n'importe quel enfant, quel que soit son parcours, quelles que soient les raisons qui l'ont conduit à être placé, a besoin d'amour. Et l'amour ne doit pas être un tabou dans nos métiers. Donc il faut qu'on soit aussi en capacité de pouvoir leur apporter cette dose d'amour dont ils ont besoin pour qu'ils s'épanouissent et pour qu'ils grandissent dignement en réalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque souvent aux enfants qui ont été placés, c'est sécurité et amour. Absolument. Donc c'est un de tes combats, a priori, aujourd'hui, d'essayer de réparer ce système? C'est même plus de le réparer, là. Je pense qu'il faut tout raser. Dynamiter. Moi, je suis le partisan de on rase tout et on reconstruit sur des bases saines. Le système, on l'a hérité de la Seconde Guerre mondiale et on l'a créé en urgence parce qu'après la guerre, il y a eu énormément d'enfants orphelins et on n'a jamais réellement repensé ces cadres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, il faut qu'on passe à autre chose et il faut qu'on ait un système de protection de l'enfance qui soit réellement adapté au XXIe siècle. On a des enfants aujourd'hui qui sont encore placés en foyer ou en famille d'accueil et qui, dans le cadre de leur parcours à l'aide sociale à l'enfance, vont être amenés à vivre plein de ruptures successives. Tu as des gamins qui, à 6 ans, ont déjà vécu dans 6 familles d'accueil différentes et 4 foyers. Est-ce que c'est acceptable? Absolument pas. Surtout quand on connaît les conséquences que ça peut avoir sur le long terme, à la fois quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte. Donc, au regard de toutes les connaissances que l'on a acquéries depuis ces 20 dernières années, on peut plus faire comme si de rien n'était et on peut absolument plus laisser notre système de protection de l'enfance en l'état. Quand on parle, et c'est très bien, c'est peut-être une des bonnes choses aujourd'hui qui a lieu dans le débat public, on parle de plus en plus des violences faites aux enfants, on parle beaucoup plus des violences sexuelles que peuvent subir les enfants. Ces enfants, il faut pas se voiler la face, ils arrivent où? Ils arrivent à l'aide sociale à l'enfance. Donc si notre système n'est pas en capacité de les protéger correctement et de leur permettre de grandir de manière saine et sereine, la politique de protection de l'enfance ne se cantonne qu'à de grands discours. Changeons les grands discours en grandes actions. J'aime bien ce côté, on dynamite et on reconstruit tout. Parce qu'on est dans un système qui aujourd'hui n'a pas évolué à la bonne mesure ou au bon rythme. Non, et puis aux conséquences dramatiques. Oui, c'est ça. C'est les conséquences sur tout un tas de jeunes qui finalement vont être ensuite, vont avoir une conséquence négative sur le monde du travail, sur le monde de l'insertion, sur... Voilà, c'est un boulet au pied aussi pour l'État. C'est un boulet pour toute la société en réalité. Quand tu n'as que 13% des enfants placés qui réussissent à accéder à un bac ou 13% des enfants placés qui obtiennent le brevet des collèges, que 70% d'entre nous sortons de l'aide sociale à l'enfance sans aucun diplôme, rien, même pas le brevet. C'est quand même un vrai scandale. Quand tu vois qu'on est surreprésenté dans toutes les couches de la société qui vont les plus mal, c'est chez les personnes aujourd'hui sans domicile fixe, une personne sur 4 qui vit dans nos rues est un ancien enfant placé. Sur la population des jeunes sans domicile fixe de moins de 25 ans, c'est carrément 40% d'entre eux qui sortent de foyers de famille d'accueil. On est également surreprésenté dans les hôpitaux psychiatrie, on est surreprésenté dans les prisons, on est surreprésenté dans la prostitution, on est surreprésenté dans vraiment toutes les couches les plus éloignées de la société, ou en tout cas celles qui vont les plus mal. Et ça, c'est pas acceptable. Allez, je te laisse continuer. Merci, Elias. 5. Je fais que des 5. Ah, mais c'est quelqu'un qui veut aller vite. De toute manière, ça se voit. 5. Prends pas la mouche. Tu changes une chose dans le système actuel. Laquelle? J'arrête de jeter à la rue
Les enfants placés à l'âge de 18 ans, parce que je considère que c'est l'une des plus grosses conneries qu'on ait jamais faites. On investit dans la vie d'un enfant et dans l'avenir d'un enfant pendant toute sa minorité pour finalement effacer tous les efforts auxquels on a consenti uniquement parce que le jeune a atteint l'âge de 18 ans. C'est débile. Voilà, c'est débile. Il suffirait de quelques années supplémentaires pour lui permettre d'être pleinement inséré et intégré à la société. Et ces quelques années-là, aujourd'hui, eh bien, on lui refuse. Moi, je pense que et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parle d'une politique de suppléance parentale, un parent, son rôle, il ne s'arrête pas à 18 ans, il perdure bien au-delà, et c'est d'ailleurs même la loi, puisqu'il y a cette fameuse obligation alimentaire qui persiste. Pour les enfants placés, il faudrait que ce soit exactement la même chose, et que l'État, dans son rôle de suppléant parental, puisse se dire à un moment donné, c'est pas parce que l'enfant dont j'ai la responsabilité a atteint l'âge de 18 ans que tout doit s'arrêter. Non, je continue jusqu'à ce que ce soit un adulte épanoui. Jouer son rôle jusqu'au bout, ça me plaît bien aussi. Allez, je te laisse retirer le dé. Il va nous faire un 5. J'ai pas fait exprès. Vas-y, je te laisse poursuivre. 1, 2, 3, 4, 5. Prends soin de nous, tiens. Ah, alors la carte s'appelle ASE. On ne sait pas quoi faire de nous. Nous sommes des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Nous sommes des cas sociaux. Dans notre monde, le mot « normalement » n'existe pas. À force, nous devenons des bêtes sauvages. Moi, j'ai décidé de me battre. Moi, j'ai décidé de faire mentir les statistiques. J'ai voulu raconter mon parcours pour montrer les issues de secours. C'est toi qui dis ces mots-là. Ouais. Elles ressemblent à quoi, les issues de secours? C'est très intéressant ta question, parce que entre l'époque où j'écris ces lignes, donc c'est en 2014 quand ça sort, et aujourd'hui, la situation, elle s'est considérablement dégradée, et les issues de secours, malheureusement, se font de plus en plus rares. Moi, à mon époque, la situation était globalement merdique. D'ailleurs, on changeait de lieu de placement fréquemment, ce que je disais tout à l'heure. On était jeté à la rue à 18 ans, on subissait de la maltraitance dans les foyers. On avait des familles d'accueil qui n'étaient quasiment jamais contrôlées. Dans les foyers, c'était exactement la même chose. Bref, c'était très compliqué. Aujourd'hui, la situation, elle est beaucoup plus terrible. On a des enfants, et ça n'existait pas à mon époque, qui vivent dans des campings, qui dans sont des hôtels, abandonnés à eux-mêmes dans des hôtels, avec des conséquences derrière qui sont également extrêmement dramatiques. On a eu des cas d'enfants placés dans des hôtels qui sont morts d'overdose parce que il n'y avait eu pour eux aucun étayage éducatif, aucune présence d'adultes à leur côté. On a des enfants qui, voire même, se donnent la mort. Ça a été le cas là en début d'année, en janvier, avec le suicide de Lily dans un hôtel du Puy-de-Dôme. Bon, disons que la situation s'est considérablement dégradée depuis le moment où ces lignes ont été écrites. On a des décisions de justice qui, faute de place aujourd'hui, ne sont même plus exécutées, c'est-à-dire des enfants qui ont été reconnus en danger par la justice et pour lesquels le juge des enfants a ordonné l'extraction de l'environnement familial et le placement à l'aide sociale à l'enfance, et pour qui ces placements ne peuvent absolument pas être effectués. Donc ce sont des enfants qui restent chez eux en situation de danger. Et donc disons que l'avenir est plutôt sombre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé tout à l'heure mon propos par parler de la commission d'enquête, parce que c'est peut-être la seule lueur d'espoir qu'on peut avoir, c'est que ça vienne foutre le bordel dans tout ça et faire peut-être cette fois-ci la différence par rapport à tout ce qu'on a pu faire précédemment. Et remettre en responsabilité ceux qui sont censés faire changer les choses. Ouais. Juste, à l'heure où tu écris ces lignes en 2014, pour toi, il y a des issues de secours qui se dessinent, qui sont plus puissantes que d'autres? Pour des jeunes qui t'écouteraient et qui cherchent une lueur d'espoir, c'est quoi tes échappatoires? Les associations d'entraide. Moi, je fais partie de cette génération qui a fondé des associations de pères aidants. Donc, c'est des assos d'anciens enfants placés qui essayent du mieux qu'ils peuvent de combler les carences de l'État et des départements et essayent d'apporter secours à leurs petits frères et à leurs petites sœurs, en gros. Donc, c'est les associations Repères, REPAIRS, et puis les réseaux des associations, des ADEPAP, c'est les associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. Donc, ce sont deux belles issues de secours. Voilà. Si on est dans la merde quand on sort de l'ASE, on peut se tourner vers ces associations. Elles sont présentes un peu partout en France. Elles peuvent payer les nuits d'hôtel pour éviter de se retrouver à la rue. Elles permettent aussi de créer un réseau social, parce que ce dont on parle très peu, parce qu'on considère que c'est souvent un sujet un peu moins important que les autres, c'est l'absence de réseau social quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, qui est notamment liée à cette instabilité dans les parcours et à ces changements de lieu de placement fréquents. Tu vois, par exemple, quand tu fais 6 familles d'accueil différentes, tu peux faire 6 collèges différents en réalité. Donc, comment tu gardes des amitiés sur le long terme? Lien social. Voilà. Donc, ces associations-là, en tout cas, elles ont cette mission et ce rôle. N'hésitez pas à aller les voir. On continue? Allez. Oh, un petit 1. Assemblée nationale, lors de ta prise de parole du 3 avril 2024, tu précises que notre système est malade, qu'il faut regarder les problèmes en face. C'est quoi le plus gros problème? Les fonds, les moyens, les personnes qui gèrent ce système? Tout à l'heure, tu m'as dit un peu de tout, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, d'après toi,
va être prioritaire dans cette refonte? J'ai envie de dire, de fait, on manque d'argent, même si c'est une politique dans laquelle on investit chaque année près de 10 milliards d'euros. Quand on voit le nombre d'enfants qui devraient être placés et qui ne le sont pas, eh bien, c'est que ça nous dit quelque chose de très clair. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de travailleurs sociaux. Donc, il faudrait rajouter de l'argent sur la table pour pouvoir améliorer les conditions de travail des éducateurs spécialisés, revaloriser leur salaire aussi, parce que Leur statut, ouais. Ouais, exactement. On peut pas parler de notre système de protection de l'enfance si on parle pas non plus de ceux qui s'en occupent. Et les travailleurs sociaux en France sont extrêmement maltraités également par le système. Quand tu vois par exemple dans certains départements des éducatrices à l'aide sociale à l'enfance qui ont sous leur responsabilité non pas 20 ou 30 enfants, mais 80, 100, 120 parfois, c'est autant de situations qui génèrent du drame et qui génèrent de la frustration et qui génèrent de la fatigue professionnelle. Donc, il faut recruter, mais il faut aussi améliorer les salaires. Parce que dans les années 80, tu vois, par exemple, un éducateur spécialisé était rémunéré à peu près 2,5 fois le montant du SMIC. C'était déjà pas énorme par rapport à l'importance de leur mission. Mais aujourd'hui, en 2024, c'est le SMIC plus 100 euros. Donc de l'argent, oui. Et puis je pense que ce qu'il faudrait également, ce serait davantage de contrôle, mais surtout que l'État reprenne la main sur l'aide sociale à l'enfance. Jouer son rôle de grande sœur ou de grand frère autour d'un système un peu laissé en autonomie. Merci pour ces réponses. Et je suis d'accord sur la revalorisation du statut. Je pense que c'est urgent. Complètement. C'est urgent. Quand on voit le travail formidable que font certains éducs, on se dit qu'ils mériteraient 1000 fois plus. Et puis rendre obligatoire leur diplôme aussi, parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que dans les établissements de la protection de l'enfance, tu vois, par exemple, c'est quand même les enfants les plus vulnérables des vulnérables. Ils n'arrivent pas à l'aide sociale à l'enfance par hasard. C'est ça. Les diplômes du travail social ne sont toujours pas exigés pour exercer. Ce qui est complètement dingue, parce que quand tu mets tes enfants en centre de loisirs, en crèche, en colonie de vacances ou autre, la loi, elle impose un niveau de qualification minimal et un nombre d'enfants par professionnel à respecter. Bien sûr. Ces normes-là, elles n'existent pas dans les établissements de la protection de l'enfance. Donc tu peux très bien être seul sur un groupe de 40 gamins, ça ne sera pas illégal en réalité. Encore une aberration supplémentaire. Ouais. Ah, la carte s'appelle, donc te prends pas la tête, mais la carte s'appelle Brigitte Macron. Elle t'appelle à nouveau, parce qu'il faut préciser qu'un jour elle t'a appelé, au lendemain d'un reportage France 3. Le documentaire l'avait beaucoup marqué. Quelques semaines après, et bravo pour ça, un secrétaire d'État a été nommé en faveur des droits des jeunes. À l'époque, c'était Adrien Taquet, n'est-ce pas? Ouais. Et elle t'appelle et elle te dit on va bouger, on va faire des choses. Si elle t'appelait à nouveau, qu'est-ce que tu lui dis? Réveille ton mari, hein. Enfin, franchement, là, secoue-le parce que c'est la merde. Ah. Brigitte, on a besoin de toi. Un vaste sujet politique avant même d'être un sujet d'argent ou un sujet de moyens, c'est aussi un sujet de considération à haute échelle et de prise de décision assumée, comme sur le droit des femmes, sur le droit des minorités, le droit des enfants. Ouais. On en revient au rôle du politique dans tout ça. Oui, et puis considérer les enfants non plus comme objet ou propriété de leurs parents, mais bien comme sujet de droit actif, ce qu'on a tendance un petit peu à oublier. Je trouve que ça, tu vois, si on arrivait déjà à faire prendre conscience de cela à la société, on aurait fait un grand pas. Les enfants, c'est des êtres dotés de droits et leurs droits ne sont pas moins importants que ceux des adultes, quand bien même ils seraient mineurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'ils ont des droits mineurs. Ce ne sont pas des sous-citoyens. Absolument. Comme tu en parles si bien dans ton livre. Ouais. Et c'est un petit 1. Tu vois, tu as envie de rester encore un petit chiffre. Environ 200 enfants se rendent chaque jour dans un commissariat ou une gendarmerie pour des faits de maltraitance. Un enfant est victime de viol ou de tentative de viol toutes les heures en France. Un enfant décède sous les coups de ses parents toutes les 5 jours. Et encore, et encore, et parmi les enfants qui décèdent sous les coups de leurs parents tous les 5 jours, 39% d'entre eux étaient préalablement suivis par les services d'aide sociale à l'enfance. Tu as tout dit. Je te laisse poursuivre. Oh, un petit 1, il veut rester. Porte-voix. Alors, c'est le titre d'un article de presse que j'ai trouvé et qui dit « Les ministres passent, lui reste ». Tu as souvent l'impression d'avoir plus d'expertise que les ministres en place sur le sujet? Alors, quand ils arrivent, oui, clairement. Ça, faut pas se voiler la face. Ils débarquent, ils connaissent rien au sujet, c'est toujours très compliqué, il faut des mois de rodage. Après, ça s'améliore, mais enfin, quoique pas avec tout le monde, mais c'est le jeu, hein, j'ai envie de dire. Il faut des ministres pour élaborer les politiques publiques et les mettre en œuvre. Moi, mon rôle, c'est de les challenger, de les coller au cul et de faire en sorte qu'ils remplissent leur mission correctement. Mais est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu as vu bouger? Je pense que la société a augmenté son seuil d'intolérance aux violences faites aux enfants. On le voit d'ailleurs dans le nombre d'appels qui sont passés au 119, qui est le numéro national pour l'enfance en danger. Ça explose ces dernières années. Donc ça dit bien quelque chose aussi de l'état de notre société. Ça dit que les violences faites aux enfants sont de moins en moins banalisées dans notre pays. Elles sont de mieux en mieux repérées. Le geste de les signaler n'est plus assimilé à de la délation. Voilà, donc on a progressé vraiment sur ce sujet-là. Les violences sexuelles faites aux enfants, c'est pareil. Je pense que la création de la Ciivise a beaucoup apporté
aux responsables politiques, mais à la société tout entière. Moi, ce que je peux éventuellement un petit peu déplorer par rapport à ça, c'est qu'on demande encore énormément aux enfants de témoigner, on demande aux personnes qui ont pu être victimes de violences dans leur enfance de témoigner. Elles le font depuis très longtemps, elles le font et elles le refont systématiquement, et on a l'impression qu'à chaque fois, il faut recommencer, que c'est très cyclique. Donc voilà, ça, j'espère que ce sera quelque chose aussi qui évoluera dans les mois et les années à venir, c'est de prendre conscience de toute l'expertise qu'on a accumulée ces dernières années et vraiment d'en faire quelque chose cette fois-ci. C'est ça. Une expertise pas accumulée pour rien. Absolument. À toi de retirer les dés. Ah, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, une petite dernière, te prends pas la tête. On va finir sur quelque chose qui t'inspire. Et la carte s'appelle Rôle Modèle. La personnalité qui t'inspire le plus dans la bataille pour le droit des enfants? Il y en a deux en réalité. Il y a Janusz Korczak qui est un juif polonais qui a été déporté à Auschwitz, qui était donc directeur d'un orphelinat pour enfants à qui les nazis ont proposé la vie, c'est-à-dire de ne pas mourir, à condition qu'il abandonnait ses enfants dont il avait la responsabilité. Il a refusé, il les a accompagnés jusqu'à la mort. C'est le père fondateur des droits de l'enfance, celui qui a théorisé les droits de l'enfance et celui qui s'est le plus battu pour les droits de l'enfant. Et si on a une convention internationale des droits de l'enfant aujourd'hui dans le monde, c'est notamment grâce à lui. Donc pour moi, c'est une source d'inspiration. Et Stanislas Tomkiewicz, qui est un grand psychiatre, qui a été le premier à théoriser les violences institutionnelles faites aux mineurs, qui moi m'aide beaucoup à penser les choses. Dans ta construction et ton parcours. Ouais. On adore. Je te laisse tirer les dés une dernière fois pour voir si tu arrives sur Prends ta place. Magnifique, plus que ça. Bravo, cher Lies. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Je pense que c'est facile d'y répondre, mais est-ce que tu considères, après des années d'errance, de difficultés et de combat aussi en tant que militant du droit pour les enfants, avoir pris ta place? Bien sûr. Ouais. Et je me bats pour que d'autres la prennent aussi aujourd'hui. Ça me plaît beaucoup. Et j'adore qu'on finisse comme ça. Merci Lies pour ton temps. Merci à toi. Tes mots qui nous inspirent et surtout, ne lâche pas le combat. Je sais que c'est encore des années devant toi. Je compte sur toi.